Bonjour tout le monde. Premièrement, je veux remercier le NT2 et toute l'équipe pour l'organisation et pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Je veux remercier aussi justement la compagnie Crew et l'artiste Éric Joris dont je vais présenter le travail aujourd'hui. Donc je les remercie pour le temps et la générosité qu'ils m'ont donné cette année. Donc aujourd'hui, oui, je vous présente une communication dont le titre est Dramaturgie hypermédiatique, écriture théâtrale et performative en dispositif de réalité virtuelle. Gros programme. C'est l'occasion un peu pour moi justement de présenter le fruit de mes recherches à la maîtrise en théâtre et d'aborder avec vous certaines pistes de réflexion qui sont toujours en gestation sur la notion de dramaturgie et de performativité dans des contextes numériques radicaux tels que la réalité virtuelle. J'approcherai justement le travail de la compagnie belge Crew, dont je vous présenterai les travaux de recherche et de création un peu plus tard dans la communication. J'ai choisi de vous présenter les œuvres de Crew précisément parce que la compagnie travaille au carrefour des arts vivants et de la réalité virtuelle. C'est d'ailleurs l'une des seules compagnies en ce moment qui se revendique du domaine théâtral tout en produisant des œuvres en VR. Donc, le fait que Crew insiste sur la dimension théâtrale de ses œuvres, malgré l'apparente opposition entre ces deux médiums, nous mène à réfléchir sur certaines questions d'ordre ontologique sur le médium même de l'écriture théâtrale. Donc, la pratique de Crew pose des questions essentielles sur les transformations actuelles de la dramaturgie comme médium d'écriture. Des questions telles que quelle narrativité théâtrale et performative émerge de ces contextes hypermédiatiques et immersifs. Que reste-t-il des partitions textuelles et comment écrire à partir de la réalité virtuelle? Et surtout, comment la réalité virtuelle peut s'inspirer des codes performatifs et se détourner du caractère hautement visuel et cinématographique du médium pour engendrer une expérience de l'écriture par et avec son propre corps en tant que spectateur immergé? C'était une très longue question, j'entends bien. Donc, pour appréhender un peu l'écriture des œuvres en réalité virtuelle, il s'agit tout d'abord de se pencher sur les mutations récentes autour de la notion de dramaturgie elle-même. Donc, l'émergence du terme théâtre post-dramatique, il y a déjà un bon moment, nous a permis de mieux appréhender, d'étudier et d'analyser la production contemporaine, dont les œuvres vont survêtir des formes de plus en plus polymorphes, hybrides, éclatées et variées. Le théâtre post-dramatique nous a permis de repenser le statut du texte dans la production contemporaine. Du même élan, les notions de performativité et d'écriture scénique ont su mieux informer nos outils d'analyse des techniques et des processus d'écriture à travers le prisme de nouvelles pratiques artistiques. Mais la notion qui nous éclaire le plus habilement, lorsqu'on réfléchit à la cohabitation de l'art vivant et du numérique, est bien celui de la médiaturgie, dont on a déjà entendu parler plus tôt. Donc, l'appellation en tant que telle a été introduite par Bonnie Marancore en 2006 suite à un entretien avec la metteur en scène américaine Marianne Vims. Et cette notion nous permet d'approcher les œuvres théâtrales et hypermédiatiques avec une compréhension renouvelée des médias à l'œuvre dans les spectacles. La médiaturgie, toujours selon Marancore, et je me permets de traduire librement, donc est un mot qui intègre les médias dans la performance plutôt que d'en faire un usage à titre illustratif ou décoratif. Il s'agit donc d'une cohabitation, d'une porosité entre les langages de la scène et des médias qui, ensemble, font spectacle et engendrent l'ensemble de la dramaturgie de l'œuvre scénique. Pourtant, dans le cas de la performance en réalité virtuelle, la notion de médiaturgie échoue partiellement à définir ces œuvres car elle ne tient pas en compte d'une troisième composante cardinale qui est responsable des qualités dramaturgiques, soit le corps du spectateur immergé, sa posture de réceptacle sensoriel qui est déterminante et au centre de l'expérience narrative et immersive dans ce type de dispositif. C'est donc par le biais de l'analyse du travail de Crew, tout particulièrement à travers la notion de dramaturgie de l'intervalle, que je propose de réfléchir un peu les expériences performatives en réalité virtuelle. Donc à un moment où la réalité virtuelle est justement en train de composer sa grammaire, en termes d'usage, de possibilités artistiques et de paramètres créatifs, Crew a décidé de se détourner d'un usage qui serait cinématographique, plastique ou visuel du médium pour centrer l'écriture de ses expériences dans l'environnement corporel du spectateur. Donc, je vais vous présenter justement le travail de la compagnie pour nous éclairer dans nos réflexions. Donc, Crew, dont le directeur artistique est l'artiste Éric Joris, a été fondé en 1998 à Anvers. La méthode de travail de la compagnie s'inscrit dans une démarche simultanément artistique et scientifique en utilisant toujours la technologie comme point de départ de création.
Ces artistes de laboratoire créent d'ingénieux dispositifs en partenariat avec des programmeurs et des scientifiques en ingénierie informatique. La compagnie s'attarde à créer des œuvres performatives, théâtrales ou encore installatives qui placent le spectateur à l'épicentre des dispositifs immersifs. Je suis désolée, c'était nécessaire. Donc, Crew représente la section artistique, justement, de la compagnie, tandis que le Crew Lab représente le pendant scientifique, le développement technique de la compagnie. Concrètement, la division n'est ni franche ni territoriale. C'est plutôt complémentaire et concomitant comme méthode de travail. Donc, l'appellation Crew Lab, en tant que telle, révèle la nature intermédiaire de la relation qu'entretient l'artiste Éric Joris avec le laboratoire de recherche en ingénierie informatique de l'Université de Hassel, qui est dirigé par Philippe Bacquet. Elle fait également référence à la nature expérimentale du travail de Joris et à l'importance que ce dernier accorde aux séances de recherche technique dans chacun de ses processus de création. Et si quelques explorations avaient déjà été menées dans le champ de la réalité virtuelle au théâtre, il y a quand même peu d'artistes qui se sont démarqués par une utilisation récurrente et novatrice du médium dans un contexte tel que celui des arts vivants. Donc, depuis sa fondation, la compagnie a connu 3 grands cycles de création. Ce sont des phases de travail et de réflexion, elles-mêmes déterminées comme axe de recherche par les membres du regroupement. Je vais vous présenter brièvement les 3 grandes périodes de travail et de recherche-création de la compagnie. Donc, le média comme prothèse, qui est un travail autour de la robotique en scène de 1998 à 2002. La confluence radicale et la zone transitionnelle, le travail en réalité virtuelle auquel on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Et la phase actuelle qui est l'avatarisation des performeurs en scène, qui est un travail avec des systèmes de capteurs de mouvement qui a débuté dès 2015 et sur lequel il travaille encore actuellement. Donc, les expériences qui ont été menées pendant la première phase de création autour justement du média comme prothèse ont insufflé un désir particulier dans la pensée de la compagnie, soit celui de produire des œuvres en réalité virtuelle. En effet, c'est pendant le premier cycle de création que Crew a travaillé avec un performeur paraplégique du nom de Paul Antipov, qui, justement, à l'aide d'un bras robotique, pouvait agir comme un régisseur de son et de lumière en scène. Et suite à ces expérimentations, Éric Joris et son dramaturge Kurt Van Hout ont questionné un peu l'intérêt du point de vue immersif que ce genre, justement, de démonstration scénique pouvait susciter chez le public. Et je vais citer Éric Joris qui s'exprimait dans une entrevue avec moi en novembre dernier, que finalement, nous avions compris que le spectateur doit être dans la machine et non devant. C'est lui qui doit être à l'intérieur de la machine, d'où cette idée de prothèse totale. Donc, afin d'incarner et de vérifier cette hypothèse, les artistes ont réfléchi à un système qui pourrait agir à titre de prothèse totale et la réalité virtuelle s'est théoriquement avérée comme une réponse partielle à leurs interrogations de l'époque. Et donc, depuis 2004, ils ont créé plus d'une dizaine de performances en réalité virtuelle. Et donc, dans chacune des performances, le spectateur qui préfère appeler l'immergé, en fait, est couplé en binôme avec un performeur. Le performeur vient accompagner, diriger et guider l'immergé dans la trajectoire immersive et narrative qu'il s'apprête à vivre. Et la spécificité du travail de ces artistes réside vraiment dans le fait qu'ils se détournent du caractère hautement visuel du médium pour vraiment entrer en dialogue avec le corps et tout l'aspect sensoriel de celui qui vit l'immersion. Donc, ils intègrent des contacts tactiles entre performeurs et immergés, ce qui fait toute la différence. Donc, en couplant l'image vidéo préenregistrée qui est perçue dans le visiocast du spectateur à des interactions tactiles effectuées en parfaite synchronie par un performeur, Crew repense les notions d'espace et de temporalité en regard des effets sensoriels que le dispositif peut générer sur le corps. Donc, tout à fait. Donc, plus tôt, j'avais évoqué justement la seconde phase de création de la compagnie en mentionnant les notions de confluence radicale et de zone transitionnelle. Donc, Éric Joris définit ainsi la confluence radicale. Donc, cette expression désigne ce troisième niveau radical qui dépasse les deux réalités. En fait, c'est l'ancien fantasme de la réalité virtuelle, arrivé à une confluence totale avec le médium, avec l'univers représenté ou encore à l'illusion de la non-médiation. Donc, ce terme nous renvoie au désir justement de ne faire qu'un avec le dispositif, d'être en complète symbiose avec l'environnement numérique perçu dans le visiocast. C'est une avenue que Crew a
expérimenté pendant ses premières performances. La saturation des sens, l'illusion de la non-médiation ont bien fonctionné jusqu'au moment où le public s'est justement progressivement familiarisé avec le médium, avec son potentiel. Donc, plus la notion de réalité virtuelle gagnait en popularité dans les imaginaires, plus les spectateurs devenaient un peu sceptiques face à ces dispositifs. Donc, Joris et Van Hout ont donc décidé de redéfinir l'axe de recherche que la compagnie avait emprunté en inversant cette fois-ci l'hypothèse de la confluence radicale. Donc, en s'éloignant du désir de faire éprouver une immersion qui serait totale au spectateur, Crew s'est mis à développer des nouvelles stratégies d'immersion en s'orientant vers un axe de recherche qu'ils ont nommé la zone transitionnelle. C'était juste avant. J'aurais expliqué, je vais le citer, que cette zone entre les deux, que Kurt Van Hout a nommée zone transitionnelle, je suis convaincu que le travail immersif intéressant se déroule dans cet espace. C'est donc l'inverse de nos premières performances. Au lieu de chercher à créer une totale illusion chez le spectateur, nous le confrontons plutôt à la réalité. Donc, cette zone transitionnelle ne peut être atteinte d'abord que si on déprive les sens de l'immergé. Et Joris explique à nouveau, et je le cite, « Nous avons donc compris qu'il fallait que les spectateurs s'habituent à une médiation par les oreilles puis par les yeux. Aussi, nous avons trouvé des stratégies pour les immerger d'une manière que l'on pourrait qualifier d'agréable en utilisant l'idée qu'il faut d'abord dépriver les sens et puis ensuite, on peut les reconstruire. » Donc, la zone transitionnelle, en tant que telle, c'est un phénomène par lequel le sujet peut sentir plusieurs registres de présence s'hybrider en son corps. Et je vais citer encore une fois Kurt Van Hout qui explique que les immergés font personnellement l'expérience de l'enchevêtrement de différents registres de présence et d'immédiateté qui se télescopent en ce que l'on peut nommer la zone transitionnelle, un environnement entre la réalité incorporée et la réalité perçue. Fin de la citation. Mais pour atteindre cette zone transitionnelle, il faut tout d'abord justement dépriver les sens du sujet, c'est-à-dire créer un sentiment de confusion entre ce qu'il perçoit et ce qu'il ressent. Et une des stratégies qui est utilisée dans les performances de Crew pour dépriver les sens a été développée dans le spectacle W en 2008 et a ensuite été récupérée dans la performance portative Cape de 2010 à 2017. Il y a plus de 8 versions différentes de Cape. Donc, au tout début de la performance, le spectateur se voit équipé d'une combinaison immersive. Donc ici, c'est une petite version schématique de la première combinaison immersive qu'ils ont développée en partenariat avec le laboratoire de l'Université d'Asselt. Aujourd'hui, c'est une version plus commerciale, plus classique là, de la réalité virtuelle. C'est vraiment moi à mon meilleur. Donc voilà. Donc, au tout début de la performance, le spectateur se voit équipé justement de la combinaison immersive. Le visiocast, à ce moment-là, diffuse aucune image préenregistrée. Il agit tout simplement comme un filtre sur l'environnement physique. Donc, le performeur demande à l'immergé de s'asseoir sur une chaise et de positionner ses propres mains devant lui, les paumes contre une table. Donc, à ce moment, ce sont ses propres mains que l'immergé aperçoit à travers le fil de l'image vidéo en direct. Et quelques secondes plus tard, c'est une vidéo préenregistrée dans le code Cape qui apparaît dans le visiocast. Ce sont alors les mains parfaitement inconnues d'un acteur que l'immergé voit apparaître sur l'interface. Toutefois, l'image de ces mains correspond précisément à l'emplacement où ses propres mains figurent dans l'environnement physique. Il y a donc une superposition d'images et de réalité qui, pour reprendre les mots de Kurt Van Hout, justement, se télescope. Donc, l'immergé comprend aisément que ces nouvelles mains dans l'image ne sont pas les siennes. La plupart des immergés ont pour premier réflexe de vérifier un peu la véracité de la situation en bougeant justement brusquement les mains, en constatant que l'image, elle, ne concorde plus. Donc, toutefois, le sentiment d'appartenance, d'ownership persiste. Donc, l'immergé sent que ce sont ses mains, du moins éprouve une corrélation entre ses propres mains positionnées dans l'espace et ses tierces mains présentes à l'écran. Donc, le schéma corporel d'immergé est alors infléchi et tout l'art de Crew réside précisément dans cet interstice cognitif, cet espace transitionnel. Donc, pour renforcer le sentiment de déprivation sensorielle, le performeur vient toucher la main du participant au même moment où une main dans l'image touche celle présente dans la vidéo préenregistrée. Le fait que les mains représentées à l'écran et celles d'immergé dans l'environnement physique soient touchées simultanément permet à l'immergé non pas de sentir une expérience de confluence radicale avec le médium, et d'immersion totale, mais plutôt d'éprouver la stratification des degrés de présence à l'œuvre.
Et ce phénomène-là, on le nomme la Rubber Hand Illusion, qui est une expérience qui a été menée par les neuroscientifiques Botnevic et Cohen en 1998. Et cette expérience consistait à brosser doucement une main de caoutchouc au même moment où l'on brosse la main d'un sujet pendant qu'il observe la main inanimée. Selon cette étude, le sujet a tendance justement à sentir que la main de caoutchouc est la sienne tout en ayant conscience intellectuellement qu'elle ne l'est pas. Et cette corrélation entre l'image perçue et la sensation ressentie insuffle un sentiment de doute chez l'immergé que le dramaturge Kurt Vonnegut nomme la négociation sensorielle. Et le sentiment de présence de l'utilisateur est altéré par cette friction qui provoquant justement une plus grande sensation de présence. Donc, en effet, cette négociation sensorielle permet l'émergence de la zone transitionnelle à l'intérieur de laquelle il ressent sa corporéité de manière plus aiguë, tout en sentant qu'il est incorporé dans le dispositif. Donc, en convoquant des espaces transitionnels dans la dramaturgie de leur performance en réalité virtuelle, Joris réussit simultanément à entrelacer des éléments associés aux environnements physiques et virtuels, ce qui fait que l'immergé ne se trouve pas à un endroit spécifique du spectre réel virtuel, mais à plusieurs endroits simultanément dans un temps qui serait suspendu. Donc, la partition dramaturgique repose sur l'intervalle continu entre réalité physique et virtuelle. Et en récupérant un terme qui est mis en jeu par la compagnie elle-même, je soulèverais que le travail artistique de Crew s'inscrit dans une forme de réalité. Ah, j'ai oublié de montrer ça. C'est ce qu'on voit dans le visiocast, c'est la vidéo préenregistrée, tandis qu'ici, c'est les actions qui sont menées par les performeurs sur les immergés. Donc, les performeurs s'assurent justement qu'il y a toujours une cohérence, une synchronie entre les gestes qui sont posés dans la vidéo préenregistrée et ceux qui sont posés sur les performeurs. Donc, je parlais justement de réalité alternée. Donc oui, le médium est bien celui de la réalité virtuelle, mais l'écriture de la performance relève davantage de la réalité alternée, car cette dernière est basée sur une alternative entre l'opposition binaire du réel et du virtuel, et sur une alternance entre l'environnement immédiat et numérique. Donc la notion de réalité virtuelle désigne bien sûr le dispositif de visionnement, l'interface en soi, mais la dramaturgie dans laquelle ces dispositifs nous impliquent relève surtout d'une alternance vertigineuse entre le ici et maintenant, ni ici ni maintenant, ici mais pas maintenant, pas ici ni maintenant. Les partitions des spectacles immersifs reposent justement sur cette formule qui vise à entrelacer et nouer les temps et les espaces dans un jeu de mise en oscillation. Donc, en ce sens, l'expérience ne se limite pas à ce qu'on voit dans le visiocast, mais bien à ce que l'on ressent globalement quand on se trouve dans l'oscillation entre espace et temporalité réelle et virtuelle. Donc, le travail de Crew souligne non pas une opposition entre deux mondes et deux temporalités, mais un relais. Si l'expérience performative ne s'ancre plus ni dans l'environnement réel, ni dans l'environnement numérique, où se situe-t-elle? Dans le corps. Le seul réceptacle du spectacle demeure l'environnement corporel. Donc, l'écriture des performances est basée sur la zone transitionnelle et c'est la seule surface sur laquelle s'inscrit ce phénomène perceptif. Donc, Crew permet de recentrer l'expérience du spectateur et de le rendre justement à la fois protagoniste, sujet, archive et support de l'œuvre. Sans le corps de l'immergé, son agentivité, son vertige, l'œuvre échoue et trouve aucun support sur lequel inscrire une trace. Donc, en conclusion, j'aimerais proposer une ouverture qui recense un petit peu mes actuelles réflexions sur la nature de cette dramaturgie qui est à l'œuvre, soit celle de l'intervalle. Il m'apparaît que la singularité de l'écriture théâtrale dans les dispositifs de VR repose justement sur un entre-deux d'ordre cognitif et que ce vertige autoréflexif qui est le moteur d'une dramaturgie toute particulière. Cet intervalle est constitué de deux lignes narratives qui se chevauchent et que c'est la friction qui émerge de cette double narrativité qui donne lieu à une véritable écriture de la performance. Donc, d'une part, on a le contenu narratif qui est présent dans la vidéo préenregistrée, donc perçu justement dans le visiocast par l'immergé, qui nous propose justement une expérience narrative. Par exemple, dans le cas de Cape Bruxelles, qui est la première version de Cape, le spectateur est amené à suivre un protagoniste qui le guide dans la ville de Bruxelles. Donc, les enjeux ici sont purement dramatiques. Mais d'autre part, il y a une seconde ligne narrative qui est contenue dans la chorégraphie performative qui est initiée par le performeur avec le corps de l'immergé dans l'environnement physique. Il le touche, le guide, le dirige, modifie ses trajectoires.
Et donc, c'est cette double dramaturgie qui pose l'immergé dans une tension cognitive et dramaturgique. Le corps est donc le lien et le flux qui vient remédier à toute forme de binarité entre ce qui est vrai et faux, réel et virtuel, ou théâtral ou médiatique. Donc, séparément, ces lignes narratives relèvent d'un intérêt mineur, mais leur chevauchement crée un intérêt tout particulier parce qu'ensemble, ils sont générateurs d'une friction qui est perçue par le corps de l'immergé. Le spectateur s'efforce de réconcilier deux expériences narratives et émerge de ces enchevêtrements dramaturgiques une tierce dramaturgie, celle de la friction, de l'intervalle et de la réconciliation entre ce qui est virtuel et réel. Ce qui ici fait spectacle, c'est le vertige cognitif éprouvé dans le dispositif de technologie embarquée. Et l'intérêt de cette pratique est de fonder son écriture non pas sur le dispositif technique et ses potentialités, mais sur le corps, la chair du spectateur au sens merleau-pontien, à éprouver l'intervalle, la friction et le vacillement de cette ubiquité à la fois renouvelée et abolie à tous les instants. Merci. Merci.